Ma fille de 5 ans est rentrée de l'école et a vu une immense pancarte « Vendue » devant notre maison. Ma mère, qui l'attendait là, lui a dit qu'elle était désormais sans abri et qu'elle devait attendre au portail que quelqu'un vienne la chercher. Ma fille est restée là, confuse et en pleurs dans le froid. Quand elle a essayé d'entrer, ma mère l'a repoussée dehors et a verrouillé la porte. J'ai dit, attends dehors. Elle a attendu 4 heures dans la neige, sans manteau, pendant que ma mère la regardait de l'intérieur de la maison chaude en buvant un chocolat chaud. Quand ma fille a frappé de nouveau, suppliant d'entrer, mon père a ouvert la porte et l'a giflée. Arrête de nous déranger, puis il l'a poussée dans les escaliers, la faisant tomber dans la neige. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai simplement dit calmement, d'accord. 16 heures plus tard, mes parents ont reçu un appel de leur banque et ont commencé à hurler. Le SMS de ma voisine Angela est arrivé à 14h47. 3 mots qui m'ont glacé le sang, vérifie tes caméras. J'étais en pleine présentation client quand mon téléphone a vibré. Angela ne me contactait jamais pendant les heures de travail, sauf si quelque chose de grave se passait. Mes mains tremblaient tandis que je m'excusais auprès de la salle de conférence, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale. L'inquiétude dans ses yeux me disait qu'il voyait la panique sur mon visage. Dans le couloir, j'ai ouvert l'application de sécurité de la maison, mon cœur battant déjà la chamade. Ce que j'ai vu à l'écran m'a coupé le souffle. Ma fille de 5 ans, Méline, se tenait à notre portail, vêtue seulement de son uniforme scolaire et d'un mince cardigan. Pas de manteau, pas de bonnet. L'horodatage indiquait 11h23. Il y a plus de 3 heures. La neige tombait régulièrement, s'accumulant déjà sur ses petites épaules. Elle pleurait, le visage rouge et marbré par le froid et les larmes. Derrière elle, plantée bien en évidence dans notre jardin, se trouvait une énorme pancarte « Vendue ». Ma mère se tenait de l'autre côté du portail, les bras croisés, les lèvres en mouvement. Le système de sécurité n'enregistrait que la vidéo, sans audio, mais je n'avais pas besoin du son pour comprendre ce qui se passait. J'ai regardé Méline essayer de pousser le portail. J'ai regardé ma mère saisir ses petits poignets et la repousser. J'ai regardé mon bébé trébucher et tomber dans la neige. Puis ma mère s'est retournée et est rentrée dans ma maison. Ma maison, celle dont je payais le crédit immobilier depuis 6 ans. J'ai remonté l'enregistrement. Le bus scolaire avait déposé Méline à 11h15, pile à l'heure. Elle s'était approchée du portail avec son petit sac à dos, probablement excitée par le projet artistique qui se trouvait à l'intérieur. Puis elle avait vu la pancarte. Ma mère était apparue sur le porche en quelques secondes, comme si elle l'attendait. Sans le son, je ne pouvais que regarder la scène se dérouler. Cette posture particulière de ma mère, le menton relevé et les épaules en arrière, signifiait qu'elle assénait une vérité cruelle qu'elle estimait que son interlocuteur devait entendre. J'avais été la cible de cette posture plus de fois que je ne pouvais les compter. Méline avait lâché son sac à dos. Son petit visage s'était décomposé. J'ai avancé rapidement dans l'enregistrement, chaque minute me rendant plus malade. À 12h45, Méline s'est de nouveau approchée de la porte, frappant faiblement. Je pouvais voir ses lèvres former le mot « mamie ». La porte s'est ouverte. Ma mère a dit quelque chose de bref et de dur, puis l'a claqué. À 13h30, les images montraient ma mère à la fenêtre du salon, visible à travers les voilages. Elle tenait une tasse, probablement son chocolat chaud de l'après-midi. Elle adorait sa routine. Elle est restée là 1 minute entière, regardant Méline se blottir contre le portail, essayant de se réchauffer, avant de disparaître à nouveau dans la maison. À 14h15, Méline a frappé de nouveau. Cette fois, c'est mon père qui a répondu. Je l'ai vu lever la main. Je l'ai vu s'abattre sur le visage de ma fille. La force du coup a projeté son petit corps sur le côté. Elle a dévalé les 3 marches du porche et a atterri lourdement dans la neige. Mon père a crié quelque chose, le visage tordu de colère, puis a claqué la porte si fort que la caméra de sécurité a tremblé. Méline est restée à terre pendant près d'1 minute avant de se relever lentement. Les images les plus récentes montraient Angela traversant la rue en courant à 14h43, prenant Méline dans ses bras et la ramenant chez elle. C'est à ce moment-là qu'elle a dû m'envoyer le SMS. J'ai appelé Angela immédiatement.
Ma voix était stable, ce qui m'a surprise. Tout en moi hurlait, mais mes mots étaient calmes. Est-ce qu'elle va bien? Je l'ai rentrée et réchauffée tout de suite. Elle boit un bouillon chaud maintenant, et sa température corporelle remonte. Mais Jessica, elle montrait les premiers signes d'hypothermie, frissons, confusion, peau pâle. 1 heure de plus dehors. La voix d'Angela s'est brisée. Je suis infirmière. Je sais ce qui aurait pu arriver. Elle doit voir un médecin. Mon estomac s'est noué. Je l'emmènerai aux urgences dès mon arrivée. Bien. Et Jess? Elle a dit que ta mère lui avait dit qu'elle était sans abri maintenant. Que la maison était vendue et que personne ne voulait plus d'elle. Quelque chose s'est alors cristallisé en moi. Pas de la rage, même si elle était là aussi. C'était plus froid, plus tranchant, plus précis. Peux-tu la garder ce soir? Et peut-être demain aussi? Bien sûr. Mais... Je t'expliquerai tout bientôt. Merci d'avoir regardé les caméras. Merci de l'avoir récupéré. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. Mes parents avaient franchi une ligne que je ne savais même pas exister jusqu'à ce qu'ils l'anéantissent. Mais d'une certaine manière, je me préparais à quelque chose comme ça depuis des années. Je ne l'avais tout simplement pas réalisé jusqu'à ce moment. Voyez-vous, mes parents étaient des manipulateurs. Ils ont contrôlé chaque aspect de mon enfance, de mon éducation, de mes choix de carrière. Quand je suis tombée enceinte de Méline à 23 ans, d'une relation qui n'a pas fonctionné, ils ont essayé de me convaincre de la faire adopter. Quand j'ai refusé, ils ont proposé de l'élever eux-mêmes, prétendant que j'étais trop jeune et irresponsable. J'ai dit non à cela aussi. J'ai déménagé, j'ai pris mon propre appartement, j'ai cumulé 2 emplois tout en terminant mon diplôme de commerce le soir. J'ai construit une vie sans eux. Puis, il y a 3 ans, ils sont revenus avec une offre. Ils voulaient t'aider. Ils avaient réalisé qu'ils avaient été trop durs. Ils voulaient être des grands-parents impliqués. Et ils avaient une proposition, ils me donneraient la compte pour une maison, une vraie maison avec un jardin pour Méline. Tout ce que j'avais à faire, c'était de mettre aussi leur nom sur l'acte de propriété, en tant que copropriétaire en indivision. Leur comptable l'avait suggéré pour des raisons de planification successorale, disait-il. J'avais été assez stupide pour les croire. La maison était aux 3 noms, Jessica Lynn Morrison, Patricia Ann Morrison et Donald Ray Morrison, ma mère et mon père. La structure de propriété était l'indivision. Chacun de nous possédait un tiers indivis. À l'époque, j'avais trouvé ça généreux. Je pensais qu'ils avaient changé. J'aurais dû mieux savoir. Au cours des 3 dernières années, ils avaient lentement essayé de réaffirmer leur contrôle, débarquant à l'improviste, critiquant mon éducation, exigeant des clés pour les urgences. Il y a 6 mois, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Trevor était gentil, stable, et travaillait comme infirmier pédiatrique. Mes parents l'ont détesté sur le champ. Les disputes se sont intensifiées le mois dernier. Ma mère avait déclaré que si je continuais à voir Trevor, je faisais une erreur qui ruinerait la vie de Méline. Je lui ai dit que ma vie personnelle ne la regardait pas. Apparemment, ceci était leur réponse, vendre la maison sous mes pieds, traumatiser ma fille et me donner une leçon sur qui était vraiment aux commandes. Ils avaient cependant oublié un détail crucial. J'avais passé les 6 dernières années à travailler dans le financement immobilier commercial. Je connaissais chaque astuce, chaque faille, chaque loi. Et j'avais passé les 2 dernières années à me préparer discrètement à la possibilité que mes parents tentent quelque chose de ce genre. J'ai passé mon 2e appel à mon avocat, Kenneth Walsh. Il était mon mentor depuis mes débuts dans l'immobilier, et il m'avait aidé à mettre en place certaines protections après que mes parents eurent commencé à devenir agressifs au sujet de leur investissement dans ma maison. Kenneth, j'ai besoin que vous exécutiez le plan B aujourd'hui. Maintenant. Tu es sûr? Une fois que nous ferons ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Mon 3e appel a été pour ma banque, puis mon conseiller financier, puis 3 autres numéros que j'avais enregistrés sous des noms de contacts anodins. J'ai quitté le travail à 15h15. Je ne suis pas rentrée chez moi. Au lieu de cela,
je suis allé à mon bureau et j'ai passé les heures suivantes à signer des documents, à effectuer des transferts et à activer des comptes que j'avais créés des mois auparavant. Le plan était complexe mais légal. J'avais créé une LLC, Société à responsabilité limitée, il y a 6 mois, lorsque le comportement contrôlant de mes parents s'était intensifié. Je me versais un loyer de mes propres comptes à la LLC, constituant ainsi une documentation de cet arrangement. Ce soir, je transférerai officiellement ma part d'un tiers de la propriété à la LLC. Voici ce que mes parents ne comprenaient pas sur la propriété en indivision, chaque copropriétaire peut vendre sa part indépendamment. Et une fois que ma LLC posséderait un tiers de la propriété, les choses deviendraient très compliquées pour eux. La LLC pourrait demander une action en partage judiciaire, un processus légal qui force la vente d'un bien détenu en commun lorsque les copropriétaires ne peuvent s'entendre. Kenneth avait déjà rédigé la requête. Nous la déposerions demain, exigeant que la propriété soit vendue aux enchères publiques, à moins que les autres propriétaires ne rachètent la part de la LLC. À la valeur marchande actuelle, un tiers de la propriété valait environ 187 000 $. Je demandais ce montant en espèces dans les 60 jours. S'il ne pouvait pas payer, l'action en partage se poursuivrait, forçant une vente où la LLC pourrait enchérir sur la propriété ou la laisser au plus offrant. Dans tous les cas, ils perdraient leurs moyens de pression sur moi. À 18h47, j'ai finalisé le transfert de ma part de propriété à la LLC. L'acte a été enregistré électroniquement auprès du comté. À 18h48, j'ai envoyé l'avis juridique requis à mes parents, les informant du changement de propriétaire et de l'action en partage à venir. À 18h51, ma mère m'a appelé, hurlant si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Je suis désolée, qui est à l'appareil ? Ma voix était agréable, faussement professionnelle et confuse. Ne joue pas à ça avec moi, Jessica. Nous venons de recevoir un avis. Tu as transféré ta part de la maison. Tu n'as pas le droit de faire ça. En fait, si. En tant que copropriétaire en indivision, chaque propriétaire a le droit de vendre ou de transférer sa part individuelle. La LLC détient maintenant un tiers de la propriété. Kenneth Walsh peut vous expliquer les aspects juridiques si vous le souhaitez. Son numéro. C'est de la folie. Ce qui est fou, c'est de laisser une enfant de 5 ans dehors par un froid glacial pendant 4 heures jusqu'à ce qu'elle développe une hypothermie. Mais voici ce qui va se passer maintenant. Maman. La LLC dépose une action en partage demain matin. Cela signifie que le tribunal forcera la vente de la propriété, à moins que papa et toi ne rachetiez la part d'un tiers de la LLC. La valeur marchande actuelle est de 187 000 $ pour cette part. Vous avez 60 jours pour trouver l'argent. Ou la maison sera vendue aux enchères. Espèce de petite ingrate. Nous t'avons donné cet acompte. Nous t'avons acheté cette maison. Non, vous m'avez fait un prêt. Rappelez-vous, tout est documenté. Vous avez insisté pour que nous rédigions une reconnaissance de dette parce que vous vouliez que tout soit enregistré formellement. Je vous rembourse à 5% d'intérêt depuis 3 ans. Kenneth a tous les dossiers, chaque chèque, chaque paiement. Je suis même à jour dans mes paiements. En fait, j'ai payé environ 8 000 $ de trop. Donc, en réalité, vous me devez de l'argent. C'est insensé. Où sommes-nous censés aller ? Je ne sais pas, maman. Peut-être devriez-vous attendre au portail que quelqu'un vienne vous chercher. Ah. Et à propos de cette pancarte vendue que vous avez plantée dans le jardin. Je l'ai signalée à la commission immobilière comme une fraude. Vous avez falsifié des documents en essayant de mettre en vente une propriété que vous ne pouvez pas légalement vendre sans le consentement de tous les copropriétaires. C'est un crime. J'entendais mon père crier en arrière-plan. La respiration de ma mère était saccadée. Comment as-tu pu nous faire ça ? Nous sommes tes parents. Vous avez enfermé ma fille de 5 ans dehors dans la neige pendant 4 heures. Vous lui avez dit qu'elle était sans abri. Vous l'avez regardée pleurer, geler et supplier d'entrer. Et puis papa l'a frappée. Elle devait apprendre. Elle a 5 ans. Elle avait besoin que sa grand-mère l'aime. Au lieu de ça, vous l'avez traumatisée pour me punir.
Alors oui, j'ai fait ça. Et je n'ai pas fini. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon 4e appel de la journée a été pour une avocate en droit de la famille nommée Patricia Reeves. Je l'avais consultée il y a des mois, au cas où. Patricia, j'ai besoin de déposer une ordonnance de protection contre mes 2 parents. J'ai des preuves vidéo de maltraitance infantile. Envoyez-moi tout. J'aurai les papiers déposés d'ici demain matin. Elle n'a pas posé de questions. C'est pour ça que je l'avais choisie. Patricia avait bâti sa carrière sur la protection des parents et des enfants contre les situations familiales toxiques. Elle comprenait que parfois, le danger venait de l'intérieur de l'arbre généalogique, pas de l'extérieur. En 20 minutes, j'avais téléchargé toutes les vidéos de sécurité sur son serveur sécurisé. Chaque angle, chaque horodatage. Méline debout dans le froid, ma mère regardant par la fenêtre, la main de mon père frappant le visage de ma fille. Jessica, a dit Patricia quand elle m'a rappelé après avoir visionné les images, c'est l'un des pires cas que j'ai vus. Votre fille aurait pu mourir d'hypothermie. Cela va au-delà de la violence psychologique. Je sais. Les accusations criminelles devraient tenir? Surtout avec ces preuves vidéo. Êtes-vous prête à ce que ça devienne très moche? J'ai réfléchi à cette question. Mes parents se défendraient. Ils le faisaient toujours quand on les défiait. Ils me dépeindraient comme une fille vengeresse, une mère indigne, quelqu'un qui exagérait un simple malentendu. Ils diraient à quiconque voudrait les écouter qu'ils étaient les victimes. Laissez-les rendre ça moche. J'ai la vérité en vidéo. Mon 5e appel a été pour les services de protection de l'enfance, SPE. J'ai signalé ce qui s'était passé. Je leur ai envoyé les vidéos. Je leur ai donné les coordonnées d'Angela comme témoin. L'agent d'accueil des SPE semblait véritablement horrifié pendant que je décrivais la situation. Madame, je dois vous demander, votre fille est-elle en sécurité en ce moment? Elle est avec une voisine, une amie de confiance. Je vais la rejoindre sous peu. Nous devrons vous interroger, vous et votre fille, dans les 48 heures. Nous devrons également parler à vos parents. Ils sont chez moi. L'adresse est dans le rapport. Ils ont les clés. J'ai fait une pause. Ils ne les auront plus pour très longtemps. Mon 6e appel a été pour la police. J'ai déposé une plainte pour agression sur mineur. L'officier qui a pris ma déposition m'a demandé si je voulais porter plainte. Je n'ai pas hésité. Oui, absolument. Mon père avait frappé mon enfant assez fort pour la faire tomber dans les escaliers. Ce n'était pas de la discipline. C'était une agression. Nous enverrons des officiers pour prendre leur déposition ce soir, a dit l'officier. Avez-vous des preuves? Des enregistrements vidéo, plusieurs angles, horodatés. Je vous les envoie maintenant. Les appels ont continué toute la soirée. Mes parents ont essayé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Kenneth s'est occupé des appels de leur avocat, qui ont commencé vers 20 heures. Leur avocat était un vieil ami de la famille, un type nommé Harold Brennan, qui s'occupait des testaments et des contrats de mes parents depuis des décennies. Kenneth le connaissait, disait qu'il était assez compétent pour la planification successorale standard, mais complètement dépassé en droit immobilier et en droit de la famille. Il menace de vous poursuivre pour expulsion illégale, m'a dit Kenneth lors d'un de nos appels. Je lui ai expliqué qu'on ne peut pas expulser illégalement des copropriétaires et que les statuts de la LLC sont en béton. Il a rapidement fait marche arrière. Quoi d'autre? Il a prétendu que vous essayiez de voler leur investissement. Je lui ai envoyé des copies de la reconnaissance de dette montrant que la compte était un prêt, pas un don. Je lui ai aussi envoyé vos relevés de paiement. Il est devenu silencieux après ça. Penses-tu qu'il leur conseillera d'accepter le rachat? Kenneth a ri, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'humour dans son rire. Je pense qu'il leur conseillera que vous combattre leur coûtera plus cher en frais de justice que ce qu'ils ne récupéreront jamais. Savoir s'ils écouteront est une autre question. Mes parents n'écoutaient pas les conseils qui contredisaient ce qu'ils voulaient entendre. Je le savais d'expérience. À 19h30, mon téléphone a vibré avec un email de ma mère. L'objet, comment tu détruis cette famille? J'aurais dû le supprimer. Au lieu de cela,
je l'ai ouvert. L'email était exactement ce à quoi je m'attendais, des paragraphes sur mon ingratitude, sur comment ils avaient tout sacrifié pour moi, sur comment je tournais le dos à la famille pour un simple malentendu. Elle prétendait que Méline avait exagéré sur le froid, que mon père l'avait à peine touchée et qu'elle était tombée toute seule, que tout était monté en épingle parce que j'avais toujours été trop dramatique. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement fait, juste de la justification et du blâme. Je l'ai transféré à Patricia et Kenneth sans commentaire. Ce serait une preuve utile de leur état d'esprit. À 20h15, Angela m'a envoyé un SMS. La police vient de partir de chez moi. Ils ont interrogé Méline. Elle avait peur mais leur a tout dit. L'officier a dit qu'elle était très courageuse. Ma poitrine s'est serrée. Ma fille de 5 ans ne devrait pas avoir à être courageuse. Elle ne devrait pas avoir à raconter à des policiers que son grand-père l'a frappée. À 20h45, mon téléphone a sonné. C'était Trevor. Je lui avais envoyé un SMS plus tôt avec une brève explication, mais nous n'avions pas parlé. Jess, je viens de voir tes messages. Tu vas bien? Méline va bien. Sa voix était calme, inquiète, mais pas paniquée. C'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quelqu'un qui pouvait être calme pendant que je tenais bon. Nous irons bien. Je m'en occupe. Je sais. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Il a fait une pause. As-tu besoin que je vienne chez Angela, où que tu sois? J'étais assise dans ma voiture sur un parking en face de mon bureau, regardant le coucher de soleil et attendant que les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Pas encore. Demain, peut-être. Je dois d'abord finir ça. Finir quoi? M'assurer qu'ils ne pourront plus jamais lui faire de mal. Trevor est resté silencieux un moment. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité grandissante et je me suis laissé tout ressentir pendant une minute. La rage, la culpabilité d'avoir un jour laissé mes parents s'approcher assez pour faire du mal à Méline. La peur qu'elle soit marquée à vie par cela. La détermination froide et dure de m'assurer que toutes les conséquences possibles leur tomberaient dessus. Puis j'ai tout refoulé, je l'ai enfermé, et j'ai passé mon appel suivant. Celui-ci était pour un détective privé nommé Raymond Cruz. J'avais travaillé avec lui sur des cas de fraude immobilière. Il était discret, minutieux et ne posait pas de questions inutiles. Ray, j'ai besoin que tu documentes tout sur la situation financière de mes parents. Propriété, compte, actifs commerciaux, tout. J'ai besoin de savoir à quoi m'attendre. Jusqu'où allons-nous? Uniquement les registres publics. Je ne demande rien d'illégal, mais j'ai besoin d'une vue d'ensemble complète dans les 48 heures. Compris. L'information m'aiderait à savoir s'ils pouvaient réellement se permettre de me combattre ou si les frais de justice seuls les forceraient à un accord. Le savoir était un levier. À 21h, je suis enfin allée chez Angela pour voir Méline. Elle dormait sur le canapé, enveloppée dans des couvertures, son visage encore pâle. Il y avait une légère marque rouge sur sa joue là où mon père l'avait frappée. Angela l'avait documentée avec des photos. Juste au cas où, m'a-t-elle dit doucement. Je suis restée assise avec Méline pendant 1 heure, la regardant respirer, lui promettant silencieusement que cela n'arriverait plus jamais. Angela m'a apporté un thé que je n'ai pas bu. Elle t'a demandé une centaine de fois avant de s'endormir. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Elle n'a rien fait de mal. Rien. C'est entièrement de leur faute. Je le sais. Tu le sais. Mais elle a 5 ans, Jess. Elle pense que tout est de sa faute. Angela s'est assise en face de moi. La police m'a demandé ce que j'ai vu. Je leur ai tout dit. Combien de temps elle est restée dehors, comment elle était habillée, la température. Ils ont pris des photos du thermomètre sur mon porche. Il faisait -2 degrés Celsius. J'ai documenté ces symptômes quand je l'ai rentré. Les frissons, la peau pâle. La confusion. Un début d'hypothermie. Si je n'avais pas surveillé. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin.
Merci, ai-je réussi à dire. D'avoir regardé les caméras, de l'avoir récupéré, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les voisins. Ce que font les amis. La voix d'Angela s'est durcie. Ce que la famille est censée faire. Tes parents ne sont pas une famille, Jessica. Ce sont des monstres. Je ne pouvais pas la contredire. Quand j'ai finalement quitté la maison d'Angela vers 22h30, j'avais un dernier arrêt à faire. Je suis allée à la maison. Ma maison, celle avec la pancarte « Vendue » frauduleuse toujours plantée dans le jardin. J'ai utilisé ma clé pour entrer. La maison était silencieuse. Mes parents étaient apparemment sortis pour la soirée, probablement pour consulter leur avocat ou se plaindre à des amis de leur terrible fille. J'ai traversé les pièces lentement, méthodiquement. Ça avait été ma maison pendant 3 ans. Méline avait fait ses premiers pas dans ce salon. Nous avions célébré des anniversaires dans cette cuisine. Sa courbe de croissance était marquée sur le cadre de la porte de la salle de bain. Chaque souvenir heureux était maintenant contaminé par ce qui s'était passé aujourd'hui. Je suis allée dans la chambre principale où mes parents s'étaient apparemment installés. Le pull de ma mère était jeté sur une chaise. Les lunettes de lecture de mon père étaient sur la table de chevet. Ils s'étaient installés comme s'ils étaient propriétaires. Techniquement, ils possédaient les 2/3, mais cela allait changer. J'ai pris des photos de tout. Documentation de leur occupation. Preuve qu'ils avaient pris possession de ma maison sans permission. Plus de munitions si j'en avais besoin. Puis je suis allée dans la chambre de Méline. Ses peluches étaient toujours disposées sur son lit comme elle les aimait. Ses dessins étaient toujours scotchés au mur. Son pyjama préféré était plié dans son tiroir. Mes parents n'avaient rien touché. Ils l'avaient traumatisée et jetée dehors, mais ils avaient laissé sa chambre exactement comme elle était. Comme si elle pouvait revenir, comme si tout pouvait redevenir normal. J'ai fait un sac avec quelques affaires de Méline, vêtements, jouets, sa couverture spéciale. Nous ne reviendrions pas ici. En sortant, je me suis arrêtée devant la pancarte « Vendue ». J'en ai pris une photo, en m'assurant de capturer les informations frauduleuses de l'agent immobilier. Puis je l'ai arrachée du sol et je l'ai jetée dans mon coffre. Une preuve. Le lendemain matin, la police a rendu visite à mes parents à la maison. Ils ont pris des dépositions et des photos. Les SPE sont passés dans l'après-midi. L'ordonnance de protection a été déposée avant midi. J'ai passé la matinée dans le bureau de Patricia, passant en revue chaque détail. Elle préparait un dossier complet qui incluait l'ordonnance de protection, les considérations de garde et la documentation des abus. Les enregistrements vidéo sont accablants, a-t-elle dit. J'ai vu beaucoup de cas de maltraitance, et celui-ci est limpide. Vos parents auront du mal à expliquer ça. Ils essaieront. Ma mère a déjà envoyé un email prétendant que Méline a exagéré et que mon père l'a à peine touché. L'expression de Patricia s'est assombrie. Transférez-le-moi. Cela montre une conscience de culpabilité et un refus d'assumer la responsabilité. Ça aide notre cause. Nous avons passé 2 heures à élaborer une stratégie. Patricia a expliqué que l'ordonnance de protection serait probablement accordée, étant donné les preuves vidéo et la documentation médicale de l'hypothermie. Elle empêcherait mes parents de nous contacter, Méline et moi, de s'approcher de nous, d'être où que nous soyons. Et la maison, ai-je demandé. Peuvent-ils y rester pendant que l'ordonnance est en vigueur? C'est compliqué. Ils sont copropriétaires, donc ils ont le droit légal d'occuper la propriété. Cependant, comme c'est aussi votre résidence principale et que vous êtes la victime cherchant protection, je peux demander au juge de leur ordonner de trouver un logement alternatif pendant que l'ordonnance est en vigueur. Étant donné qu'un enfant a été mis en danger à cet endroit, nous avons un argument solide. Et l'action en partage? C'est distinct de l'ordonnance de protection. Le partage est un litige immobilier. Kenneth s'en occupe, n'est-ce pas? Les 2 affaires se dérouleront en parallèle. L'ordonnance de protection vous protège personnellement? Vous et Méline. L'action en partage force la vente ou le rachat de la propriété. Combinée, elle crée une pression significative. Quand j'ai quitté le bureau de Patricia,
j'avais une stratégie juridique claire. L'ordonnance de protection créerait une distance immédiate et les forcerait à quitter la maison temporairement. L'action en partage les forcerait soit à racheter la part de la LLC, soit à accepter une vente forcée de la propriété entière. L'accusation d'agression criminelle créerait des conséquences personnelles pour mon père. Tout cela ensemble garantirait que mes parents comprendraient qu'ils avaient commis une erreur catastrophique. J'ai récupéré Méline chez Angela cet après-midi-là. Elle était silencieuse dans la voiture, serrant son lapin en peluche préféré. Maman, le docteur a dit que j'avais eu trop froid. Nous avions passé 2 heures aux urgences. Le médecin avait confirmé une légère hypothermie, traitée et résolue, mais avait tout documenté soigneusement. Il avait été troublé par les circonstances, posant des questions pointues sur la façon dont une enfant de 5 ans avait pu se retrouver dehors par -2 degrés Celsius pendant des heures. Je lui ai dit la vérité. Il avait déposé son propre rapport au SPE. Oui, mon bébé. Tu as eu bien trop froid. C'est pour ça qu'on a dû voir le docteur. Mais tu vas bien maintenant. Maman, est-ce qu'on rentre à la maison? Pas dans cette maison, mon cœur. Nous allons rester ailleurs pendant un moment. Dans un endroit sûr. À cause de mamie et papy? Mes mains se sont crispées sur le volant. Oui, parce qu'ils ont fait quelque chose de très mal et nous devons rester loin d'eux. Est-ce que je les ai mis en colère? Je me suis immédiatement garée, me suis retournée pour lui faire face. Méline, regarde-moi. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce qu'ils ont fait était mal. Tu comprends? Ce n'est pas ta faute. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Les enfants de 5 ans pensent toujours que tout est de leur faute. Cette nuit-là, Méline et moi sommes restés à l'hôtel. J'ai réservé une suite avec une chambre séparée pour elle, essayant de faire en sorte que cela ressemble à une aventure plutôt qu'à une fuite. Nous avons commandé le service en chambre et regardé ses films préférés. Je l'ai laissé se coucher tard parce que les règles normales ne semblaient plus avoir d'importance. Avant de dormir, elle a demandé « Est-ce que mamie et papy vont dire pardon ?» J'ai pensé à l'email de ma mère, plein de justifications et de reproches. J'ai pensé aux 17 appels manqués sans messages vocaux, sans aucune tentative réelle de s'excuser. Je ne pense pas, ma chérie. Certaines personnes ne savent pas dire pardon, même quand elles le devraient vraiment. Pourquoi? Comment expliquer le narcissisme et la cruauté à une enfant de 5 ans? Certaines personnes pensent qu'elles ont toujours raison, même quand elles blessent les autres. Elles ne voient pas quand elles ont fait quelque chose de mal. Méline a réfléchi à cela. C'est triste. C'est triste, en effet. Mais ce n'est pas ton travail de les réparer ou de leur faire voir. Ton travail, c'est juste d'être une enfant, d'être en sécurité et d'être aimée. Je t'aime plus que tout au monde. Rien ne changera jamais ça. Elle s'est endormie en me tenant la main. Je suis restée éveillée la majeure partie de la nuit à la regarder, faisant des plans. Mes parents ont dû quitter la maison avant vendredi. Ils ont trouvé un appartement en location à l'autre bout de la ville, m'insultant par l'intermédiaire de leurs avocats puisque je ne prenais pas leurs appels. La commission immobilière a ouvert une enquête sur la pancarte vendue frauduleuse. Il s'est avéré que mes parents avaient en fait falsifié ma signature sur plusieurs documents pour tenter de mettre la propriété en vente. Cela ajoutait des accusations de fraude au dossier d'agression. Mais je n'avais pas fini. Voyez-vous, je planifiais ma stratégie de sortie du contrôle de mes parents depuis des années. La maison n'était qu'une pièce du puzzle. J'avais aussi discrètement démêlé toutes les autres intrications financières que nous avions. C'est à compte qu'ils m'avaient donné? J'avais la documentation prouvant qu'il était structuré comme un prêt, pas un don. Sur leur insistance, pour des raisons fiscales. J'avais en fait surpayé, et l'analyse de Kenneth montrait que j'avais remboursé le principal, plus que les intérêts convenus. Je ne leur devais rien. En fait, ils me devaient un remboursement. Le compte bancaire joint que ma mère avait insisté pour que nous maintenions pour les urgences? J'avais lentement vidé ma part au cours de l'année écoulée, la transférant sur des comptes à mon seul nom. Le compte contenait maintenant exactement le solde minimum pour éviter les frais, provenant entièrement de leur dépôt.
Le compte d'investissement que mon père gérait en mon nom? Je l'avais transféré sous ma propre gestion il y a 9 mois. Il avait été furieux à l'époque, mais légalement, il ne pouvait pas m'arrêter. J'avais même modifié les bénéficiaires surtout, de mon assurance vie à mes comptes de retraite. Ils étaient inscrits comme bénéficiaires secondaires après Méline. Maintenant, ils n'étaient plus inscrits du tout. Chaque fil qu'ils avaient tissé dans ma vie pour maintenir le contrôle, je l'avais discrètement coupé. La LLC qui possédait maintenant un tiers de la maison avait des statuts en béton. Kenneth s'en était assuré. Mes parents pouvaient essayer de vendre leur part, mais aucun acheteur ne voudrait acheter une participation de 2/3 dans une propriété où il ne pourrait pas contrôler les décisions d'occupation. Leur seule véritable option était de racheter la part de la LLC. J'avais fait évaluer la propriété à sa valeur marchande actuelle. Un tiers s'élevait à 187 000 $. Je n'accepterais rien de moins que ce montant en espèces dans les 90 jours. Ils n'avaient pas ce genre de liquidité. Leur richesse était immobilisée dans leur propre maison, leur compte de retraite, l'entreprise de mon père. Ce qui signifiait qu'ils avaient 3 choix, trouver l'argent d'une manière ou d'une autre, continuer à posséder une maison où ils ne pouvaient pas vivre ou vendre facilement, ou vendre leur participation de 2/3 à la LLC au prix que je proposais. J'ai offert 210 000 $ pour leurs 2/3 combinés, en dessous de la valeur du marché, mais cela leur permettrait de partir sans rien devoir. Ils avaient 90 jours pour décider. Ma mère a qualifié cette offre d'insultante. Elle a menacé de me poursuivre pour abus de personnes âgées, pour exploitation financière, pour tout ce qu'elle pouvait imaginer. Kenneth a calmement répondu par une lettre détaillant exactement ce qui se passerait s'ils engageaient des poursuites. Toutes les preuves de leur abus réel envers Méline deviendraient publiques. L'enquête des SPE s'intensifierait et les accusations criminelles d'agression se poursuivraient. Leur avocat a retiré les menaces en moins d'une journée. L'ordonnance de protection signifiait qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de moi ou de Méline. L'enquête des SPE signifiait qu'ils étaient surveillés. Les accusations d'agression signifiaient que mon père risquait des conséquences pénales. Tout cela parce qu'ils avaient décidé de torturer une enfant de 5 ans pour donner une leçon d'obéissance à sa mère. Raymond m'a appelé 3 jours après que je l'ai engagé. J'ai ton rapport. Tes parents sont plus endettés qu'ils ne voudraient probablement que quiconque le sache. Il m'a tout expliqué. L'entreprise de mon père, une société de conseil qu'il dirigeait depuis 20 ans, était en déclin. Les revenus avaient chuté de 40% au cours des 3 dernières années. Il avait contracté des prêts contre l'entreprise pour maintenir leur style de vie. Leur résidence principale avait une 2e hypothèque. Ils avaient des comptes de retraite, mais beaucoup moins qu'ils n'auraient dû en avoir pour des gens de leur âge. En résumé, a dit Raymond, ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis un certain temps. La compte qu'ils t'ont donnée? Je parie qu'ils l'ont emprunté et s'attendaient à ce que tu le rembourses assez vite pour couvrir leurs propres échéances. Tout devenait logique maintenant. La pression pour les mettre sur l'acte de propriété, l'insistance sur une reconnaissance de dette, la colère quand j'ai commencé à fréquenter Trevor parce qu'ils avaient supposé que je finirais par revenir sous leur toit et qu'ils auraient le contrôle total de la propriété. Il ne s'était jamais agi de m'aider. Il s'agissait de contrôler un actif qu'ils pouvaient utiliser. Que se passe-t-il s'ils essaient de contester le rachat par la LLC, ai-je demandé. Les frais de justice épuiseront le peu de liquidité qu'il leur reste. Ils ne peuvent pas se permettre une longue bataille. Ton avocat le sait déjà, j'en suis sûre. Il avait raison. Kenneth avait fait les mêmes calculs. Mes parents n'avaient qu'une seule décision intelligente à prendre, accepter le rachat, limiter leurs pertes et s'en aller. Toutes les autres options menaient à la ruine financière. Mais l'orgueil rend les gens stupides. Et mes parents avaient assez d'orgueil pour remplir un océan. L'enquête des SPE s'est conclue en 2 semaines. L'enquêtrice, une femme nommée Carol Henderson aux yeux fatigués et à l'attitude pragmatique, nous a interrogés, Méline et moi, ainsi qu'Angela, l'école, le médecin de Méline et mes parents dans leur appartement de location. Elle m'a appelé après avoir terminé son rapport. Madame Morrison? Je fais ce travail depuis 15 ans. Ce que vos parents ont fait à votre fille est l'un des cas les plus clairs de mise en danger et de maltraitance d'enfants que j'ai documenté.
Les preuves médicales de l'hypothermie combinées aux enregistrements vidéo rendent cela irréfutable. Mon rapport le reflétera. Que se passe-t-il maintenant? Normalement, nous créerions un plan de sécurité et surveillerions la situation. Mais étant donné l'ordonnance de protection et les accusations criminelles, il y a déjà une séparation entre vos parents et votre fille. Ma recommandation est que cette séparation se poursuive indéfiniment. Si vos parents veulent un jour des droits de visite, ils devront suivre des cours de parentalité, de gestion de la colère et subir une évaluation psychologique. Même dans ce cas, je ne recommanderais que des visites supervisées. Ils ne feront rien de tout ça. Non, je ne pense pas. Les gens comme vos parents assument rarement leurs responsabilités. Carole a fait une pause. Pour ce que ça vaut, vous avez tout fait correctement. Vous avez protégé votre fille. Vous avez tout documenté. Et vous avez agi immédiatement. Méline a de la chance de vous avoir comme mère. Ces mots n'auraient pas dû me faire pleurer, mais ils l'ont fait. Quelqu'un d'officiel, quelqu'un dont le travail était d'évaluer les parents, me disait que j'avais fait ce qu'il fallait. Après des semaines où l'avocat de mes parents m'avait traité de vengeresse, après les ragots murmurés par la famille élargie qui avait entendu la version de mes parents, j'avais besoin de l'entendre. L'affaire pénale a progressé lentement. L'avocat de mon père a tenté de faire rejeter les accusations, arguant que la vidéo ne montrait pas clairement un contact intentionnel, que Méline était instable dans les escaliers, que c'était un accident. La procureure n'a pas mordu à l'hameçon. Elle avait vu les images. Elle avait vu l'expression de mon père, le geste délibéré, la force du coup. Elle avait entendu le témoignage de Méline, livré d'une voix douce à une spécialiste de l'enfance qui avait fait en sorte que l'entretien ressemble à un jeu. Mon père a accepté un accord de plaidoyer plutôt que d'aller au procès. Agression simple, réduite par rapport à l'accusation initiale. 2 ans de mise à l'épreuve, 100 heures de travaux d'intérêt général, des cours obligatoires de gestion de la colère et une ordonnance de protection permanente lui interdisant de contacter Méline jusqu'à ses 18 ans. Ma mère n'a fait face à aucune accusation criminelle, mais l'affaire civile était différente. L'ordonnance de protection s'appliquait à eux deux. Aucun ne pouvait nous contacter. Aucun ne pouvait s'approcher de nous. S'il la violait, il risquait une arrestation immédiate. La situation immobilière s'est résolue au cours des mois suivants. L'action en partage est passée devant les tribunaux. Mes parents ont tenté de la contester, arguant que forcer une vente était injuste, qu'ils avaient droit à leur investissement. Le juge n'était pas d'accord. Dans les cas de partage, tout copropriétaire peut forcer une vente. C'est la loi. Mes parents avaient 2 options, racheter la part d'un tiers de la LLC pour $187 000 en espèces dans les 60 jours, ou la propriété serait vendue aux enchères. Ils n'avaient pas $187 000 de liquidité. L'enquête de Raymond avait confirmé qu'ils étaient endettés jusqu'au cou. Ils ont essayé de trouver un autre acheteur pour leur part de 2 tiers. Personne n'en voulait. Qui achèterait une participation partielle dans une propriété destinée à une vente en partage judiciaire? Finalement, à l'approche de l'échéance de 60 jours, ils ont fait une contre-offre. Ils vendraient leur participation combinée de 2 tiers à la LLC pour $250 000. Kenneth a ri en me le disant. La valeur marchande actuelle de leurs 2 tiers est d'environ $374 000. Ils proposent d'accepter une perte de $124 000 juste pour en finir. Contre-propose à $210 000, ai-je dit. C'est ma dernière offre. Ils ont accepté en moins d'une journée. Ils étaient désespérés, noyés sous les frais de justice de l'affaire de partage, de la défense pénale et des audiences pour l'ordonnance de protection. Ils avaient besoin de s'en sortir. Ils ont obtenu leurs $210 000, soit environ $164 000 de moins que la valeur marchande de leur part combinée. Ils l'ont utilisé pour rembourser leurs dettes et leurs frais de justice, se retrouvant avec à peine assez pour un acompte décent sur un modeste appartement. Je possédais maintenant la maison entièrement, via la LLC. Je l'ai louée à une gentille famille avec 3 enfants pour le prix exact du marché. Le revenu locatif couvrait largement le crédit que j'avais refinancé au nom de la LLC. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois au cours de l'année suivante.
Ma mère a envoyé une lettre qui aurait pu être une tentative d'excuse, mais qui ressemblait plus à une justification. Mon père a envoyé une carte pour l'anniversaire de Méline avec un chèque de $50, comme si l'argent pouvait réparer ce qu'il avait fait. J'ai tout renvoyé sans l'ouvrir. Certains m'ont demandé si je n'avais pas été trop dur, en coupant complètement les ponts avec mes parents, en les forçant à vendre à perte, en poursuivant mon père au pénal. Je pensais à Méline, debout dans la neige pendant 4 heures pendant que ma mère la regardait depuis la maison chaude. Je pensais à la main de mon père frappant le visage de mon bébé. Je pensais à elle demandant s'il l'aimait toujours. Non, je n'avais pas été trop dure. Si quoi que ce soit, j'avais été clémente. L'ordonnance de protection a finalement expiré après 2 ans. Je ne l'ai pas renouvelée, mais je n'ai pas non plus cherché à les contacter. Mes parents n'ont fait aucune tentative non plus. Nous existions dans la même ville comme des étrangers, ce qui me convenait parfaitement. Méline a grandi en sachant qu'elle avait une grand-mère et un grand-père qui l'avaient blessée une fois, et c'est pourquoi nous ne les voyions pas. Elle a aussi grandi en sachant qu'elle avait une mère qui brûlerait le monde entier pour la protéger. Trevor et moi nous sommes mariés quand Méline avait 7 ans. Mes parents n'étaient pas invités. Angela était ma demoiselle d'honneur. Kenneth m'a conduite à l'hôtel, car il avait été plus un père pour moi en 2 ans que mon vrai père ne l'avait été de toute ma vie. À la réception, Méline a porté un toast. Enfin, elle avait 7 ans, donc c'était plus un discours décousu sur le fait qu'elle était heureuse que sa maman ait trouvé quelqu'un qui la faisait rire et que Trevor la laissait toujours choisir le film le vendredi soir. Mais elle l'a terminé par quelque chose qui a fait pleurer tout le monde. Et je suis contente que maman m'ait montré que la famille, ce sont les gens qui prennent soin de toi, pas ceux qui te font du mal. J'ai regardé autour de moi dans la salle, Angela, Kenneth, Trevor, mes collègues, mes amis, les petits amis de Méline de l'école et leurs parents. C'était ça, la famille. C'était à ça que ressemblait l'amour. Pas le contrôle, pas la cruauté déguisée en discipline, pas l'affection conditionnelle basée sur l'obéissance. Juste l'amour. Simple, honnête, protecteur. Mes parents ont vendu leur appartement quelques années plus tard et ont déménagé en Floride. Je l'ai appris par un cousin éloigné sur Facebook. Il disait aux gens qu'ils déménageaient pour se rapprocher du frère de mon père, pour profiter de leur retraite au soleil. Ils n'ont jamais mentionné avoir une petite fille en Oregon qu'ils n'avaient pas vue depuis des années. Ça m'allait. Méline avait de toute façon des grands-parents maintenant. Les parents de Trevor l'ont accueillie à bras ouverts, la gâtant pourrie tout en respectant nos limites. C'est ce que faisaient les vrais grands-parents. Parfois, je me demande si mes parents ont jamais regretté ce qu'ils ont fait ce jour-là. Si ma mère a jamais repensé au fait de regarder une enfant de 5 ans gelée dans la neige pendant qu'elle buvait son chocolat chaud. Si mon père a jamais regardé ses mains et s'est souvenu avoir frappé un enfant. Probablement pas. Les gens comme ça le font rarement. Mais moi, je ne regrettais rien. Chaque action que j'avais entreprise, chaque manœuvre juridique, chaque lien rompu avait été nécessaire. J'avais protégé ma fille. Je nous avais libérés toutes les deux de gens qui voyaient l'amour comme une arme et la famille comme une hiérarchie où il régnait en maître. La maison pour laquelle je m'étais battue, celle qui avait tout déclenché, générait toujours un revenu locatif. J'avais créé un fonds en fiducie pour Méline avec les bénéfices. À ses 18 ans, elle aurait un fonds universitaire substantiel, entièrement construit à partir de la propriété que mes parents pensaient pouvoir utiliser pour me contrôler. Il y avait une certaine poésie là-dedans, je trouvais. Des années plus tard, quand Méline avait 15 ans, elle m'a interrogé sur ce jour-là. Elle avait suivi une thérapie assez longtemps pour le digérer, assez grande pour comprendre les complexités. Ce que tu as fait à mamie et papy après qu'ils m'ont fait du mal. C'était de la vengeance ? J'ai soigneusement réfléchi à la question. Je pense que c'était la justice. La vengeance, c'est vouloir faire souffrir quelqu'un parce qu'il t'a fait souffrir. La justice, c'est protéger les gens et s'assurer que les mauvaises actions ont de vraies conséquences. Quelle est la différence ? La vengeance fait du bien sur le moment, mais te laisse vide. La justice est difficile, mais te rend entière. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour les faire souffrir. Même si je ne peux pas dire que leur souffrance m'ait beaucoup dérangée.
Je l'ai fait pour m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais te faire de mal, et pour t'apprendre que les actions ont des conséquences, même quand ces actions viennent de la famille. Elle a hoché lentement la tête. Je suis contente que tu m'aies protégée. Je le ferai toujours. Et je le pensais. Mes parents avaient essayé d'utiliser mon amour pour ma fille comme une arme contre moi. Au lieu de cela, cet amour était devenu ma force, ma clarté, ma détermination inébranlable. Ils pensaient me donner une leçon sur le contrôle. Au lieu de cela, ils m'ont appris jusqu'où j'irais pour protéger mon enfant. Et ils ont appris que certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées. Certaines relations, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Certaines conséquences, une fois mises en mouvement, ne peuvent jamais être arrêtées. Cette pancarte vendue qu'ils avaient plantée dans mon jardin était censée symboliser mon échec, la perte de la maison qu'ils m'avaient donnée. Au lieu de cela, elle est devenue le symbole du jour où je les ai vendus pour les sortir complètement de ma vie. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait.